Gardienne du temple. Elle sort, fumer une cigarette. Depuis 20 ans, elle s'échappe, puis rentre dans le rang, comme si elle savait très bien coller à une ligne rouge. Couleur étrangère à l'image de l'université, tant la couleur dominante semble être celle de son origine même, un bleu de droite. C'est ce qui accompagne sa représentation quand elle s'y présente pour un premier poste administratif et traversée par la lumière divine, elle l'obtient. D'emblée, c'est la bagarre avec une organisation s'appuyant sur des dynasties. Celle de l'éthique. Sa hiérarchie l'adore. Ici, tout est possible. Il y a du jeu, du vide, pour être créative. Elle l'est, tant elle ressemble à ces profils non formatés, se permettant de développer des valeurs et de donner du sens à leur travail. Mais la couleur jaune, celle qu'on colle aux traîtres en politique, lui crève encore les pupilles quand elle se remémore un vote perdu en conseil d'administration. Paradoxe ou aporie, ce qui la tient ici, c'est le chemin du combat pour faire avancer les causes étudiantes et le collectif. Même dans un contexte où les souverainetés des composantes restent puissantes. L'autre soir, à un pot de départ en retraite d'une collègue, elle retrouve des acteurs retraités avec qui elle a ferraillé. Tout le monde était heureux de se retrouver. Ça a été un déclic pour comprendre que l'université est un partage. Et qu'elle, et quelques autres, sont devenus les gardiens du temple. Maintenant, elle se vexe si on dit que l'université est de droite. Ça a changé, affirme-t-elle en se revendiquant désormais corporate. Elle ressort fumer une cigarette. Université scène de mémoire avec l'histoire du droit. Nous allons discuter avec Anne-Sophie Chambost. Anne-Sophie, les questions qu'on va se poser vont tourner autour d'une possibilité, en tout cas une réflexion sur la fabrication d'une nouvelle archive codifiée par le droit. Peut-elle être une contrainte institutionnelle permettant d'émanciper l'institution d'elle-même ? Voilà un petit peu l'ambition de notre discussion. Donc démarrons sur la construction même des universités. Elles ont été organisées en communautés autogérées, ça c'est l'histoire, dans lesquelles s'agrègent des personnes qui se ressemblent. C'est ce que tu m'as dit. Nous assistons à la constitution de filiation des corps et des pensées qui inventent une mémoire commune, un socle. D'où le socle commun peut-être. Bon, nous allons nous interroger sur son évolution historique afin de saisir en quoi l'histoire du droit des institutions peut nous éclairer sur la reconduction et peut-être sur les écarts récents. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre de cette fabrication des universités par le prisme du droit ? Alors, si on le fait de ma discipline, elle est récente dans cette histoire-là, puisque ma discipline, elle date vraiment de la fin du 19e siècle. Alors qu'effectivement, les universités datent du Moyen-Âge, même si effectivement les universités ont quand même toujours un petit peu travaillé leur histoire, et le droit ayant une histoire ou des histoires, pour reprendre un mot d'un collègue, il y a quand même toujours eu un peu d'histoire du droit. Dans l'institution elle-même, effectivement, c'est un des champs développés par les historiens du droit. Il y a l'histoire des institutions, et puis il y a l'histoire des facultés de droit et l'histoire de la pensée juridique. Donc je ne sais pas où exactement est-ce que tu m'attends, puisqu'après tout, on peut se dire, si on fait de l'histoire des institutions, l'université est une institution. Sauf que les institutions dont on parle, c'est plutôt les institutions publiques et étatiques, donc les institutions de pouvoir ou les institutions de justice. L'université apparaît de ce point de vue-là un peu Parce que pour toi, il y a une différence entre les composantes et l'université, les institutions de l'État et l'université comme institution. Les composantes et l'université, oui, puisque l'université est composée de composantes que sont les facultés, si on va très simplement. Donc effectivement, on va dire que l'histoire des facultés de droit est un aspect de l'histoire des universités.
Entre les deux, il y a une petite zone grise là, qui est une zone infranchissable, ou c'est une zone qui peut déjà être alimentée par l'expérience de l'histoire du droit? Bah, étonnamment, je te dirais que trop souvent, quand les historiens du droit font l'histoire de leur institution, ils ne travaillent pratiquement que l'histoire des facultés. Disant, les facultés sont prises dans une université, mais on a quand même le sentiment que l'histoire de l'université importe moins que l'histoire de la faculté, comme si la faculté était une institution à part, alors qu'elle fait partie d'un tout, en fait. D'accord, donc on peut commencer cette discussion en nous concentrant sur l'institution, la faculté de droit, cette composante-là particulière. Comment l'histoire du droit regarde la fabrication de la mémoire de ces institutions? Comment ça se passe? Elle le regarde beaucoup à travers ceux qui la font vivre, et plus particulièrement les professeurs. C'est-à-dire que l'histoire du droit s'intéresse à ceux qui font le droit et qui écrivent sur le droit, donc beaucoup sur l'histoire des professeurs de droit. Moi, dans un des projets que je travaille et qui mobilise beaucoup la mémoire, c'est l'histoire des facultés de droit, par exemple, pendant la Grande Guerre. Le cahier des charges, c'était de dire on ne va pas simplement s'intéresser à ce que font et écrivent les professeurs, mais ce que vit aussi l'institution, donc l'université, la faculté, ce que vivent les administratifs, ce que vivent les bibliothécaires et surtout ce que vivent les étudiants. En fait, tu t'aperçois que faire l'histoire des enseignants, c'est pas trop compliqué. Faire l'histoire des étudiants, c'est plus complexe parce qu'un étudiant est pris dans un ensemble, il est beaucoup moins facile à identifier. Donc, on a parfois des petites personnalités qui émergent, mais sinon, par les archives, ce qu'on va voir, c'est des cohortes en réalité. Alors, ça m'étonne un peu ce que tu dis, parce que du coup, pour faire cette histoire, il faut quand même avoir des sources, il faut avoir des données. Elles sont où ces sources? Elles sont, pour les professeurs, elles sont conservées aux archives nationales, puisqu'il y a des fichiers, le fichier F17, des archives nationales qui concernent les fichiers des professeurs. Donc ça, c'est pas trop compliqué de savoir où aller les chercher. Pour ce qui est de la faculté de Paris, qui est celle que je connais le mieux, tu as le fichier AJ16, où on sait tout du fonctionnement de la faculté de droit, parce que tu as tous les PV des assemblées qui sont réservés, et puis tu as quand même aussi des fichiers étudiants. Alors, les fichiers étudiants, tout ça, ça fait une espèce de vocabulaire un peu policier, je suis tenté de dire. Là, on a été un peu inquiété par Google récemment, mais donc dans cette police de l'archivage, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, quand je te dis des fichiers, un fichier, ça se compose de fiches. Donc, tu as des fiches. Et sur des fiches, des informations. Voilà, une fiche, l'identité de l'étudiant, l'année de son inscription, et puis les diplômes qu'il va obtenir. Parfois, tu peux avoir des fiches plus précises qui vont dire les cours qu'il suit. Et puis parfois, tu peux même avoir, c'est plus rare, les notes lors des examens. D'accord. Donc ces fiches-là, elles nous renseignent d'un point de vue administratif, c'est tout? Alors, pas que. Effectivement, c'est des fiches administratives, on va dire. Mais pas que, puisque même pour ce qui est, je te parlais des fichiers des professeurs, où, alors là, pour le coup, pendant tout le 19e siècle, moi je suis plutôt 19e-iste, les profs, il y avait régulièrement des tournées d'inspection qui étaient faites. Tu as une espèce de fiche type, et l'inspecteur marque ce qu'il a marqué, mais il y a quand même des commentaires qui sont faits sur la façon dont la personne fait ses cours, sur ses idées, sur sa morale, pour le premier 19e siècle. Bon, ça, tu ne le vois pas trop pour ce qui concerne les étudiants, sauf quand il y a des enjeux disciplinaires, où là, évidemment, on va préciser l'attitude d'un étudiant. Donc ça veut dire qu'à l'époque, donc 19e, c'est cette période-là, donc tout ce qui était discipline, contrôle des étudiants, tout était noté. Il n'y avait pas d'enjeu comme aujourd'hui, par exemple, quand on s'inscrit à la fac, il y a des choses qui sont enregistrées, mais d'autres qui ne sont pas du tout enregistrées pour des questions de protection des droits. Alors oui, là, à l'époque, effectivement, l'inscription, enfin, les étudiants avaient déjà une sorte de carte, donc globalement, les informations qui étaient réunies paraîtraient aujourd'hui tout à fait lacunaires. Il y a des tas d'informations qui n'étaient pas sollicitées à l'époque, mais pour la simple et bonne raison que même pour le citoyen en général, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, chaque citoyen est un amoncellement de données de tout genre qu'on va faire ressortir en fonction des besoins. Et donc, on évoquait, quand on parle des universités, de la constitution d'un corps.
On parlait peut-être déjà de la reconduction. C'est-à-dire que comment, dans les archives, on peut lire les reconductions, je sais pas, des familles Alors, ce que tu appelles reconduction, on pourrait parler de reproduction. Ah, reproduction, d'accord. C'est encore mieux. Oui, ça, on le voit beaucoup, effectivement. On le voit longtemps. On devine des dynasties d'enseignants. De la même manière qu'il doit y avoir des dynasties de boulangers. Je sais pas, tu évolues dans un milieu et globalement, en effet, il y a, moi je le vois très très bien là aussi à Paris, mais à Lyon, c'est aussi le cas entre le 19e et le début du 20e siècle. Longtemps, il y a une espèce de reproduction qui est accentuée aussi par le fait que les voies de désignation ressemblent quand même beaucoup longtemps à une forme de cooptation. Bon, alors on est dans un entre-soi, on vit, on travaille ensemble, mais il faut se dire aussi longtemps qu'on vit les uns à côté des autres. Et on se reçoit beaucoup. Les milieux universitaires vivent beaucoup les uns aux côtés des autres. En fait, ils sont logés les uns aux côtés des autres. À Paris, c'est tout à fait sidérant pour les profs de droit. Hein. Ok. Et considérons cette donnée-là comme un élément un peu matriciel des universités. Est-ce que aujourd'hui, dans tes enquêtes, dans ta perception d'université, est-ce que tu sens qu'il y a eu des changements, des écarts, dirons-nous? Oui, il y a des changements. Déjà parce que à la fin du 19e siècle, tu as ce qu'on appelle une espèce de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, qui devient dans le premier XXe siècle une sorte de massification et qui n'a cessé depuis lors. Donc évidemment, ça dilue quand même cet effet d'entre-soi et de reproduction sociale. Et puis, il y a peut-être cette idée aussi, mais ça, il faudrait faire une histoire des mentalités. Peut-être que longtemps, les gens s'inscrivaient dans une espèce de tradition familiale et qu'on est sorti de tout ça. Donc globalement... Je ne dis pas que les professeurs de droit font moins de professeurs de droit, se reproduisent moins. Tu crois qu'aujourd'hui, la densification a permis de diluer à ce point-là les filiations? Ou est-ce qu'il y a quand même une espèce de reconduction, toute bourdeusienne soit-elle, d'une reproduction Je pense qu'elle est moins forte. Je ne dis pas qu'elle ne joue plus, mais je pense qu'elle est un petit peu moins forte quand même. Alors, comment on fait pour en être aujourd'hui à l'université? Parce que dans notre discussion en amont, on disait qu'il fallait en être. Hein. Alors après, je comprends bien que quand on est dans un espace où on vit ensemble, c'est assez facile d'en être parce qu'on se marie, notre imaginaire est irrigué par l'expérience professionnelle de l'autre. Mais aujourd'hui, on arrive à la fac, on s'inscrit dans un système avec un usage des données qui est un peu plus réduite qu'avant, si j'ai bien compris. Mais du coup, comment ces trajectoires racontent quand même des filiations normatives aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des filiations normatives? Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est un peu complexe de te répondre, à vrai dire. Moi, mes parents ne sont pas universitaires, si on y va comme ça. Mais en même temps, ils connaissaient suffisamment de juristes et d'avocats pour que quand même l'idée de faire ce genre de carrière me traverse quand j'étais adolescente. Donc j'imagine que je ne suis pas arrivée non plus complètement là par hasard, que dans mon choix de faire l'histoire du droit, il y avait parmi les amis de mes parents quelqu'un que j'appréciais énormément, qui se trouvait être historien du droit, et même s'il n'a pas influé directement sur ma vocation, disons que ce n'est pas quelqu'un qui m'a retenu de faire de l'histoire du droit. Donc je dois dire que ça sera une reproduction un peu amicale, disons plutôt que familiale. Disons que oui, mais l'institution, mais une fois de plus, toutes les institutions favorisent ça, c'est-à-dire qu'on fait des carrières, on évolue aux côtés les uns des autres, on travaille, on passe quand même pas mal de temps dans l'institution, donc on y fait des rencontres, on y noue des amitiés. La difficulté, peut-être la différence, ce que je vois moi maintenant, en échangeant avec des amis, des proches, c'est que peut-être les universitaires mettent de moins en moins leurs enfants à l'université. Et pourquoi donc? Je ne sais pas.
D'accord, on ne sait pas. Enfin, j'ai une idée, mais je ne sais pas si forcément... Tu me la diras en off, hein, on est d'accord. Lors de mes entretiens, moi, puisqu'on parle de en être, lors de mes entretiens, moi, la notion d'appartenance dans les récits est très forte. Que ce soit des étudiants, des administratifs, des profs, il y a une espèce de je lance un mot un peu fort, mais il y a une fierté quand même d'en être et d'être à Lyon 3, parce que Lyon 3 a une capacité à produire une dimension d'entreprise à échelle familiale, hein, pour prendre cette image-là. Néanmoins, beaucoup, dans mes échanges, dénoncent ou prennent leur distance avec une image qui colle à Lyon 3. Hein, la fameuse image de la séparation entre la gauche et la droite, etc. Et ça, moi qui ne connais pas l'histoire de Lyon 3 et qui ne suis pas lyonnais, donc du coup, j'ai trouvé ça frappant pour en parler, hein, sans vouloir le mettre au centre néanmoins. C'est un peu comme si c'était un stigmate qui apparaissait dans les récits, sans que je puisse réellement mesurer la réalité, hein, de cette université de droite, de gauche, etc., ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je me demande, c'est comment l'outil du droit pourrait-il travailler la normativité de l'institution et la modifier ? C'est-à-dire comment, avec cette réflexion sur le cadre juridique, on pourrait déplacer certains éléments de la fabrication même de l'histoire de Lyon 3 ? Oui, alors disons que Lyon 3 c'est une université, et comme toutes les universités, elle répond à un cadre il y a un cadre légal qui régit cette université comme toutes les autres. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est comme toutes les autres. Après, mais ça, c'est pas le cadre légal, elle a son histoire, elle a sa vie. Et effectivement, la vie de Lyon 3, on en a beaucoup parlé, se dessine beaucoup par rapport à l'autre, c'est-à-dire Lyon 2 aujourd'hui, enfin en tout cas historiquement, mais encore aujourd'hui, de part et d'autre de la rue de l'université, il y a Lyon 3 d'un côté, il y a Lyon 2 de l'autre. Bon. Donc c'est marrant du point de vue de la géographie lyonnaise, elles sont quand même toujours, en tout cas pour le palais, puisque c'est comme ça qu'on appelle ce qui est sur les quais. À mon époque, on n'appelait pas ça le palais, je trouve ça un peu... On appelait ça comment à l'époque ? On appelait ça les quais. Les quais, oui, c'est voilà. sûr. Okay. C'est autre chose. Bon, non, maintenant il y a le palais, il y a la bibliothèque du palais. Donc en réalité, c'est d'un point de vue, on va dire, institutionnel, c'est une université comme une autre. Elle a les mêmes statuts, elle fonctionne comme les autres, mais elle a son histoire propre et qui est effectivement, c'est une histoire politique. Toutes les universités françaises n'ont pas cette image politique qu'à Lyon 3. Toi, tu dis de façon très tranquille, c'est une histoire politique. Moi, je trouve ça très bien de le dire, mais j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça de porter une histoire politique. C'est-à-dire que si tu... Enfin, comme... Alors, après, il y a peut-être un biais. Moi, j'ai tendance à voir de la politique de partout, hein, spontanément. C'est malin. On va pas s'en sortir. Voilà. Donc, comme ça, je te le dis d'autant plus tranquillement que pour moi, c'est quelque chose d'assez normal. Okay. Normatif. Peut-être que pour les gens qui te disent ça avec étonnement, effectivement, ils considèrent que l'université serait un lieu parfaitement neutre et étanche à la politique, ce qui n'est pas le cas. Et peut-être ici, historiquement, moins qu'ailleurs. Je ne sais plus dans quel sens j'ai tourné ma phrase. Mais enfin, dit autrement, quand moi j'y ai fait mes études, donc à toute fin des années 80 ou au tout début des années 90, la grande période dure était un peu en train de se finir, on va dire, mais il y avait encore comme ça des points d'accroche. Mais je sais que longtemps, on me disait « Ah oui, t'es à Lyon 3, t'es à la fac de droit, ah oui, bon, t'es chez les fachos. » Bon, moi, au quotidien, je ne les voyais pas trop, les fachos, mais ça pointait. De temps en temps, il y a des moments où on pouvait se dire « Ah oui, quand même ». Bon, quand on arrive avec le premier jour, les premiers étudiants qui viennent à votre rencontre sont des étudiants de la Corpo, on comprend quand même un peu assez vite où on est. Mais après, j'imagine que certains étudiants, peut-être un peu plus
naïfs, compagnie, voient la corpo comme quelque chose qui accompagne très tranquillement la vie des étudiants. Je pense que, alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'il y a quand même assez longtemps que je ne suis plus à Lyon 3, mais donc à l'époque, la corpo était encore un peu marquée. J'imagine qu'elle peut l'être encore aujourd'hui. Le truc que je te dirais quand même, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, une thèse sur un anarchiste, le seul endroit où je pouvais le faire, c'était ici, paradoxalement. Parce qu'il se trouve que j'avais ici la seule directrice qui aurait pu accepter ce sujet-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, toi, tu dis franchement les choses. Pour la question de la formation de la mémoire, en fait, les archivistes travaillent sur des documents, les historiens sur d'autres. Pour la question du droit, je me demande sur quoi on pourrait travailler, sur quoi vous pourriez travailler, qui permettent à l'institution d'élargir le champ de sa récolte, en quelque sorte. Qu'est-ce qui serait valable d'un point de vue juridique pour élargir le champ de la moisson, qui permettrait de constituer un corpus qui éclaire ce que tu viens de dire, mais de façon très, très concrète, en fait, et que ce ne soit pas uniquement un fantasme. Alors, qui peut contredire le fantasme. Hein. Quand je dis fantasme... Alors, j'ai cru comprendre qu'avant, il y avait quelqu'un qui travaille aux archives. L'institution produit au quotidien ce qui devient des archives. C'est-à-dire, elle produit tout un ensemble de documents qui, selon des classifications que je ne connais pas, en tout cas que je devine, puisque moi je vois le produit fini du travail qui est fait, mais il y a des documents qui sont collectés pour finir par être classés, conservés aux archives, et ensuite, parfois après certains délais, mis à disposition, puisqu'il y a une valorisation des archives. Il n'y a pas une conservation pour la conservation, il y a une conservation pour ensuite être porté à la connaissance d'historiens. Donc, comment dire, l'historien, quand il va aux archives, si tu ne sais pas ce que tu vas chercher, très vite, tu peux être perdu par l'archive. Donc, il faut savoir ce que tu cherches. Et après, il faut savoir où aller le chercher. Disons que quand je te parlais tout à l'heure de si je fais un travail sur un prof de droit, je sais que je vais aller chercher le fichier de ce prof, je sais que je vais m'intéresser à ce qu'il a écrit. Ça ne me dit pas tout du prof, en réalité. C'est la face légèrement émergée de l'iceberg. Et après, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il va falloir que j'aille chercher ailleurs. Donc, en réalité, pour répondre à ta question, je pense que la mémoire d'une institution telle que Lyon 3, elle se fait à différents niveaux. En fait, si tu veux saisir à partir de l'archive une mémoire de Lyon 3, tu vas la trouver dans les documents produits par l'institution elle-même, selon le cadre réglementaire en fait, qui préside à la confection des archives par l'institution. Tu vas pouvoir aller chercher dans les archives privées de ceux qui ont vécu, produit ou été formés dans cette institution, et ils t'en diront autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Mais moi, ma question, c'était comment contraindre l'institution, d'un point de vue juridique, pour qu'il y ait des informations qui enrichissent la question de son fond, en fait. Est-ce que du point de vue du droit, on peut éclairer des choses qui contraignent, en quelque sorte ? Alors, on doit toujours pouvoir faire évoluer le cadre réglementaire dans lequel l'institution, disons, compose ses archives et donc compose sa mémoire. Après, en réalité, je crois qu'on s'était dit quand on s'était vu, la difficulté, c'est que ce qui est collecté afin de constituer des archives correspond à ce qui apparaît important à un instant T, dans le cadre qui est celui de l'instant T, qui ne sera pas nécessairement ce qu'attendront les historiens dans 150 ou 200 ans, quand le service public de l'enseignement supérieur aura complètement évolué et ne sera plus qu'un souvenir, en fait. Et donc, dans 200 ans, quand un historien du droit
et des facultés de droit se dire « Ah, tiens, mais comment fonctionnait le service public de l'enseignement supérieur ?» En réalité, il trouvera ce qui, à ce moment-là, dans une institution, mérite et est estimé susceptible d'être représentatif du fonctionnement de l'institution. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Donc il faut, à mon avis, comme historien, on travaille sur ce qu'une institution produit à un instant T et il faut être capable de comprendre que ça correspond à ce qui apparaît important à cet instant T. Là, on a bien compris que c'est la question du fonctionnement de l'institution, Oui. donc de la technique même de son organisation. OK. Est-ce qu'on peut renverser ? Est-ce qu'on peut complètement renverser le schéma et de se dire, est-ce que les usagers, pour prendre un terme un peu techno, est-ce que les habitants de Lyon 3 pourraient eux-mêmes produire, pourraient proposer des objets à conserver qui pour eux seraient cet instant T et qui seraient utiles pour eux. Est-ce qu'on peut renverser le désir en quelque sorte ? Parce que là, on a un désir qui est quand même très technocratique, on va dire. Et si le désir partait de simplement l'expérience de vie des gens qui disent tiens, moi j'aimerais bien que l'institution garde mon expérience. Est-ce que ce renversement-là, il est complètement délirant ? Alors, non, il est intéressant, il est stimulant, effectivement. Ça pourrait être une sorte de... Comment dire ? Je sais que je crois me souvenir qu'à Nantes, ils ont fait ça. Il y a une sorte de bâtiment assez génial dans Nantes où... Je crois que c'était en 2000. Le passage de l'an 2000, c'est Patrick Bouchain et le lieu unique. Il me semble que, voilà, ils ont conservé, en fait, ils ont proposé aux gens de donner aux archives un objet qui leur paraît Alors, c'est pas exactement emblématique. C'est une œuvre d'art dans laquelle les habitants étaient invités à déposer un objet qui leur semble intéressant, qui sera ouvert dans 100 ans. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas exactement pareil, parce que là, on est sur une transmission énigmatique, puis c'était marqué etc. un temps particulier. Voilà, c'était le passage à l'an 2000. Là où je réagissais, c'est que c'est les individus, personnes privées qui ont été appelés à... Voilà. Là, on pourrait imaginer de le faire. Après, il y a la question de comment tu conserves, où tu conserves. Je ne sais pas si les archives ne sont pas un peu aujourd'hui comme les bibliothèques. Les bibliothèques, régulièrement, je crois qu'on appelle ça un désherbage, non, quand on vire des bouquins. Tout à l'heure, on était au moissonnage, maintenant au désherbage. On avance. Non, mais c'est mais au-delà de la dimension technique, restons sur la dimension... c'est faisable. Voilà, on imagine qu'on peut le faire. On imagine qu'on renverse le désir et que les étudiants, les étudiantes, les profs, etc., décident de produire, de verser, de verser eux-mêmes aux archives un élément qui leur semble être constitutif de leur temps. Qu'est-ce que ça produirait ? Qu'est-ce que ça pourrait produire ? Alors, ça produirait, en t'écoutant, je songe un peu à un truc, une sorte de cubisme, où tu aurais, en fait, donc ce serait un amoncellement de subjectivité. Chacun se dirait, voilà, moi, très subjectivement, voilà ce que pour moi représente Lyon 3 quand j'y ai fait mes études. Alors, tu pars du principe que pendant le temps de leurs études, les étudiants ne changent pas. De la première à la 5e année, voire au doctorat, ils n'ont pas changé. Il faudrait les inviter tous les ans à produire. Ça changerait. Moi, je pense que quand je suis rentrée à l'université, quand j'en suis sortie, j'avais quand même un tout petit peu évolué. Heureusement, parce que sinon, elle n'aurait pas servi à grand-chose. Mais voilà, en fait, donc, pourquoi le cubisme ? Parce que tu aurais donc un amoncellement de signifiants très subjectifs, et donc qui, vu de près, te renverrait à la subjectivité de celui qui a versé. Mais vu de loin, ça pourrait donner un truc assez beau, en fait. Donc, du cubisme. Tu mets le cubisme, tu mets tout à plat. En fait, toutes les faces, tu les mets à plat, comme ça. Et ce serait la même chose, en fait. Et tu aurais peut-être un autre regard sur l'institution. Oui, parce qu'en fait, on parle de ce qui est versé aux archives, on voit bien les manques qu'il y a pour les chercheurs, et en même temps, est-ce que ces manques-là, ce n'est pas des trous de mémoire, en quelque sorte, qui jalonnent un peu l'institution, parce qu'on n'a pas ni le temps, ni la compétence, ni pensé même à cette récolte-là. Et en même temps, c'est peut-être un peu compliqué, parce qu'à chaque fois que moi, je questionne les uns et les autres sur ce qu'ils vivent ici, et ce qu'ils ont vraiment conscience de vivre un truc,
La première question, bon, moi je vis pas grand-chose en vérité, hein, je suis en première année, deuxième année, etc. Bon, et c'est compliqué parce que c'est peut-être pas dans notre culture de prendre conscience qu'on vit des choses qui sont riches, parce qu'on les documente pas, alors qu'on est en permanence en train de documenter sa propre vie. Je me demande si ce serait pas intéressant et que ça permettrait de leur permettre de conscientiser un peu ce qu'ils sont en train de vivre dans l'institution. Et peut-être aussi d'éviter les censures ou les autocensures, en fait. Hein. Plutôt les autocensures, d'ailleurs. Est-ce que, alors, globalement, est-ce que, comment dire, je pense que quand tu es le nez dans le guidon là, de tes études, en effet, tu ne profites pas nécessairement. En revanche, finalement, si tu discutes avec les gens, ils ont tous une espèce de nostalgie de leur période d'études. Et donc, ils refont un peu cette histoire, cette espèce de nostalgie. Et la nostalgie, est-ce qu'elle n'a pas forcément hyper besoin d'être étayée sur des données factuelles? En fait, après coup, tu refais ton histoire, tu refais tes études et voilà. Et c'est peut-être pas plus mal. Donc ça veut dire que tu verses là dans l'idée qu'il faut reconstruire, réécrire, reformuler, mais comme fait tout le temps l'histoire finalement. Je crois. Donc que ce soit les personnes. Des récits. Ok. Donc c'est-à-dire que le récit institutionnel, s'il n'a pas tout, je fais le grand écart hein, parce que je m'amuse avec ce grand écart dans les entretiens là. Mais donc si on peut considérer que si le récit institutionnel il lui manque des choses, bah, il va retisser un truc qui comme on le fait nous d'ailleurs. Bah alors, l'institution, comme on le disait au début, elle produit des documents qui sont conservés, archivés et qui ensuite vont servir à des historiens pour travailler. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas la seule vocation de ces archives que de donner du boulot aux historiens dans 50 ans. Hein. C'est de garder une trace aussi de la manière dont l'institution travaille. Une trace juridique. Une trace juridique, certains documents peuvent effectivement faire preuve, valoir preuve. Mais après, le travail de l'historien, les intentions de l'historien, c'est comme une corde sensible. Hein, tu réagis un peu avec ce que tu trouves aussi aux archives, du travail avec ce que tu as. Il faut aussi savoir interpréter les manques. Et des manques, de se demander si ces manques sont volontaires ou pas, si c'est consciemment ou pas qu'on a décidé de ne pas retenir tel ou tel document. C'est compliqué. Hein. Parfois, moi, je vois, il y a des doctorants qui font des thèses d'archives et qui travaillent uniquement à partir de ce qu'il y a dans un document sans interroger le document en question. Donc, ils vont te faire l'histoire d'une institution, mais uniquement à partir parce qu'on a trouvé un fonds d'archives. Voilà. C'est parti. C'est la dimension systémique, en fait. Enfin, ils n'interrogent pas le système. Ils prennent les éléments comme argent comptant. Et justement, est-ce que cette compétence de l'historienne du droit que tu as pourrait permettre de fabriquer des outils qui permettraient de prendre conscience aux usagers d'aujourd'hui que de la valeur de ce qu'ils vivent et qui pourraient transmettre, en fait? Comment on fait pour prendre conscience qu'on traverse des choses qui sont banales, mais en même temps hyper riches pour comprendre de façon un peu anthropologique et politique on fait ce que tu fais, là. Je pense que Eh ben voilà, et donc c'est comme on disait ce matin. Non, mais j'imagine typiquement, effectivement, qu'attirer l'attention des usagers sur le fait que leur institution a une histoire et donc une mémoire, et que cette mémoire peut être... cette mémoire, c'est un patrimoine. Après, j'aime cette notion de patrimoine. Moi, j'en vois bien l'intérêt, mais quelque chose de patrimonial, c'est aussi quelque chose parfois d'un peu figé. Or, il me semble que tout l'intérêt justement du travail des historiens par rapport aux archives, c'est qu'au fil du temps, on ne pose pas les mêmes questions aux archives. En fait, on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Une fois de plus, il y a l'intention du chercheur qui vient aux archives. Je suis tout à fait d'accord. Donc, on est quand même sur l'idée qu'un des objectifs serait de produire une pensée critique. Oui. Hein, qui permettrait en tout cas de la travailler pour faire ce peu, mais encore faut-il du coup en avoir les outils pour penser cette critique-là, avec comme horizon l'accessibilité des données et donc d'un partage du sensible. Oui, alors ça, l'accessibilité des données, c'est une question qui se pose en permanence
aux historiens, et particulièrement effectivement travaillant par rapport aux archives, c'est que les archives, quand elles sont versées, après il y a la question de l'accès aux archives. Et il y a, alors ça aussi c'est fixé réglementairement, il y a des... La dernière loi en date, je ne sais plus de quand elle est, mais enfin... 2008, je crois. 2008, c'est ça, qui fixe justement tout un ensemble de délais par rapport au type de document, dès lors qu'il est question de personnes, à partir de quand est-ce qu'on peut rendre accessible un document. Il y a des dérogations qui sont envisageables. Bon, alors ça, c'est un cadre qui paraît quand même difficile à faire bouger. D'accord, mais on peut, j'ai entendu à différents professionnels dire qu'on peut quand même aller frotter un peu le cadre, un peu l'interroger, le remanier. Il y a du jeu entre le cadre de la grande normativité proposée par l'État et ce que dans les institutions, à l'échelle des universités, on peut quand même créer des brèches. Oui. Mais au sens positif, la brèche, c'est pas pour faire passer l'eau. Oui, non, mais tout à fait. C'est effectivement de porter un regard, disons, alors, critique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas patrimonial au sens juste l'institution qui se regarde elle-même travaillant sa mémoire. Ça, c'est important qu'elle le fasse quand même. Une institution, elle s'inscrit dans le temps. Instituere, donc bon, elle s'inscrit quand même dans le temps, cette institution, donc elle a forcément un rapport au temps. Et elle a un rapport à son histoire, à sa mémoire. Simplement, la question, c'est est-ce que tu peux critiquer de l'intérieur de l'institution ? Est-ce qu'il ne faut pas être à l'extérieur de l'institution pour pouvoir avoir ce regard critique ? Ça, c'est toute la difficulté. Typiquement, pour les historiens du droit, c'est histoire du droit interne, externe, semi-externe, enfin voilà. D'où est-ce que tu peux avoir cette position critique ? Non, position critique, entendons-nous peut-être critiquer, c'est réfléchir, c'est produire une pensée, c'est pas forcément être quelque chose qui attaque. Oui, alors après, oui, disons que l'institution peut se sentir violemment attaquée alors que globalement on pose des questions. Absolument, absolument. Il y a des sensibilités qui sont des sensibilités personnelles, puis il peut y avoir des sensibilités institutionnelles. Mais effectivement, non, mais je pense que le fait, de rappeler à une institution qu'elle a une histoire, de rappeler à ceux qui évoluent dans cette institution qu'ils font partie de cette histoire, qu'il y a eu des gens avant eux, puis il y en aura d'autres après eux. L'institution, elle a vocation quand même à se continuer après nous. Donc on est des briques dans cette histoire. Et à cette mesure-là, on participe à la fois de l'élaboration de la mémoire de cette institution. Et puis, comme on est quand même aussi un peu des universitaires, on peut avoir un regard un peu critique sur notre institution. Absolument. Donc ça me conduit tout juste à cette interrogation-là. L'archive, si elle est accessible, est un outil politique. Potentiellement. Oui. Donc, in fine, on pourrait dire que la tension entre la normativité d'un archivage bureaucratique, ce qu'on sait, ce qui se fait, et l'émergence d'autres archives devient une question de démocratie. Pourquoi pas ouais, pourquoi pas. Mais alors, donc là, tu reviens sur les archives qui seraient celles des usagers. Disons que je mets en parallèle l'hypothèse que pour que l'archive ait vraiment une valeur d'exploitation, d'usage et de circulation, en fait, il faut peut-être qu'elle soit constituée à la fois de sa dimension bureaucratique, mais aussi de sa dimension plutôt expérimentale, enfin de l'expérience des usagers, et que la somme des deux permet d'un seul coup d'avoir ce cubisme dont tu parlais, et qui permet d'avoir une vision de l'institution plus riche, mais potentiellement plus chaotique aussi. Alors, on peut dire que, après tout, l'archivage, disons, des documents qui sont produits quotidiennement par l'institution, ça, c'est de la pratique quotidienne de l'institution, c'est la vie de l'institution. La question qui pourrait se poser, c'est qu'à la limite, dans les archives, tu as à la fois du quotidien,
une espèce de routine, si on est dans la logique bureaucratique, une espèce de routine bureaucratique. Et puis parfois, tu as de l'extraordinaire. Tu as des moments importants. Et c'est plutôt ça sur lequel les gens vont s'arrêter. Lyon 3, on a le sentiment qu'effectivement, il y a des grands moments qui sont souvent des moments politiques dans la vie de Lyon 3. Ben, entre ces moments, ces pics un peu politiques de tension, tu as du quotidien. Justement, est-ce que pour sortir de cette espèce de cul-de-sac parfois que fabrique l'histoire avec ces grands moments politiques ou ces émergences un peu coupantes, on va dire, est-ce que accentuer ou donner une valeur à ce moment quotidien qui fabrique du politique tout autant, peut-être même d'ailleurs beaucoup plus, est-ce que c'est pas éviter les écueils dans lesquels le bateau parfois tangue? Oui, tout à fait, effectivement, je suis d'accord, mais je me dis qu'à la limite, tu vois, je retournerai ton regard parce qu'il me semble que ce qui conserve le mieux le quotidien, ça va être le travail d'archives dans l'institution. Là, elle te restitue le quotidien, là où l'usager va plutôt te faire ressortir un moment qui peut apparaître comme un moment de tension, sinon le quotidien, les gens le passent, comme on disait tout à l'heure, ils ont le nez dans le guidon, ils n'y font pas forcément attention. Donc peut-être qu'en retournant la question, finalement... Est-ce qu'on n'est pas sur un problème d'émerveillement par rapport au quotidien ou d'absence de regard de valeur sur ce quotidien-là? Est-ce qu'on n'est pas dans notre société du spectacle toujours à nous adosser que à ces événements un peu forts? Je sais pas. Là, je t'avouerais que... disons que les petites crises, alors après, il y a l'événement fort et événement fort. Tu as des crisounettes constantes et puis tu as des vrais pics. Mais je pense, mais là aussi, j'ai regretté de ne pas pouvoir arriver plus tôt. Dans le travail d'archivage du fonctionnement, disons, quotidien de l'université, alors après, on peut se dire que là, en ce moment, par exemple, il peut y avoir un peu des pics d'intensité dans du politique qui intervient un peu massivement sur les campus. Ça, est-ce qu'une trace en sera gardée? Par exemple, là, typiquement, tu fais l'histoire de Sciences Po Lyon de la semaine dernière. Il y a un moment d'occupation. Et puis, il y a un moment où la direction se retrouve à devoir solliciter l'ordre public pour faire dégager un amphithéâtre, évacuer un amphithéâtre. Et le lendemain, tu as des enseignants qui qui écrivent publiquement un texte sur la répression policière. Et là, tu vois, on retrouve le cubisme dont je te parlais. C'est-à-dire que globalement, c'est un même événement qui va être vécu complètement différemment en fonction de l'endroit où tu te trouves dans cette institution. Parlons un peu de Sciences Po, du coup. Oui. Est-ce qu'à Sciences Po, la construction d'une archive s'appuie sur ces événements de tension, d'occupation, qui, de fait, sont la vie de la cité au sens large? Est-ce que ça rentre dans la construction de l'archive de Sciences Po ou pareil, c'est complètement écarté et laissé à l'extérieur? Alors non, là, je te répondrai comme enseignante et du coup, je suis à la fois, je sais pas ce que je suis, je dois être quand même un peu usagée aussi de cette institution. Je pense que tu en garderas quelques traces dans l'institution elle-même, ne serait-ce que pour la fermeture, voilà. Mais l'institution en soi ne fait pas un travail d'archives sur cette question-là. En revanche, et ça, elle ne le fait pas trop bien, je dois dire, elle communique sur ces événements. Ce qui n'est pas un travail d'archivage. On est bien d'accord. Je ne sais pas si aujourd'hui la différence a été faite. C'est globalement, aujourd'hui, les institutions, elles doivent communiquer vers l'extérieur. Et ce qu'il y a 100 ans, elles faisaient à peine. Est-ce que là, on n'est pas sur une petite pointe, un petit nœud peut-être de la fabrication de l'histoire, de l'archive, de la mémoire? C'est que tout est communication aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de transformation
comment dire, pas de transformation, mais est-ce que l'institution n'est pas prise par ce jeu de la vitesse permanente de la diffusion des informations, et que cette vitesse-là vient heurter un quotidien un peu banal, et que finalement, on ne sait pas trop où se situer, où on a du mal justement à faire la séparation entre une pensée de communication, avec des matériaux de communication, et une pensée qui est plutôt une pensée de fond, qui, elle, trouve une difficulté en fait à exister. Je me trompe ou j'exagère? Non, là c'est un peu compliqué. On est un peu le nez, pour le coup, le nez dans le guidon de te répondre. On verra ce qu'il en restera dans quelques années. Il y a aussi tout un processus. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est la dématérialisation de tout un ensemble de process dans nos institutions, qui fait que je ne vois pas bien quelle trace on gardera tangible et sur laquelle ensuite les historiens travailleront, mais ça c'est un autre problème. Donc pour te répondre, je pense que oui, ce travail mémoriel est aujourd'hui nourri d'une nécessité de communiquer, et donc communiquant, de faire un récit. Et on a le sentiment que du coup, on produit une espèce de récit en temps réel qui n'est pas du tout le récit un peu mémoriel qu'on pourrait faire avec un peu de distance à partir des archives qu'on conserve. Voilà, donc là, on est vraiment sur la dimension critique du droit. Hein, c'est un peu la matrice de ta façon de penser. Je vais revenir à l'action de la démocratie, parce que ça, je pense qu'on ne l'a pas assez travaillé, mais donc, si l'archive est accessible, on est d'accord à tous, et que tout le monde peut y contribuer d'une façon un peu utopique, voilà, comment on verse contribuer à la produire. Contribuer à la produire, que ce soit pas simplement une production d'un récit institutionnel avec cette tendance de la communication. Est-ce que là, on n'est pas dans un système de rapport entre les personnes dans l'institution qui devient un peu anarchiste, c'est-à-dire chacun peut prendre sa place et contribuer au grand récit de façon égale? Est-ce que ça, c'est pas un risque ou une tentation Alors, alors anarchiste au sens tout à fait positif du terme. Bien sûr. Donc, la quête d'un autre ordre que l'ordre institutionnel, on va dire. Donc, oui, ça, effectivement, on peut envisager la chose comme ça. Après, est-ce que tu ferais... je te ramène de ton rêve à une réalité pratico-pratique. Non, mais j'aime beaucoup cette idée-là. Mais disons que j'aime assez cette idée que l'institution continue à produire à partir de ses archives un matériau pour que les historiens continuent à travailler sa mémoire. Mais j'aime assez l'idée aussi que les usagers soit autre chose que juste une carte d'étudiant, et qu'ils deviennent pas seulement des usagers, mais des acteurs de l'institution, et donc à ce titre capables de produire eux aussi un matériau pour une mémoire. Oui, c'est un peu l'objectif aussi d'une université, d'un endroit où on forme des personnes à une émancipation, que d'être aussi les acteurs de leur propre lieu, et peut-être diverser des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la traverser, en quelque sorte. Il la transforme potentiellement, non? Ouais. Oui. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Prenons les étudiants il y a 50 ans, et aujourd'hui, ils n'ont pas le même rapport à l'espace, au rapport aux politiques, le rapport au corps a changé. Donc on peut aussi considérer que ces habitants-là sont des acteurs politiques de l'institution, malgré eux, je suis tenté de dire. Oui, tout à fait, tu as raison, et sans aller à 50 ans. C'est-à-dire que je pense que les étudiants qu'on avait avant la dématérialisation à marche forcée Covid et ceux qu'on a aujourd'hui ont un rapport effectivement à l'institution très différent. Ils ont un rapport aux cours dématérialisés qu'on peut proposer. Les cours en visio deviennent maintenant une espèce de normalité. Alors on s'en plaint toujours. Enfin, en attendant, globalement, on continue quand même d'y avoir recours. Et là, moi j'ai des étudiants internationaux dont on me dit qu'ils ne peuvent pas être là. Est-ce que vous pouvez leur faire une visio bon. Donc, je rebondis juste sur ce que tu dis. Oui, effectivement, les étudiants, ils sont des acteurs de l'institution. Malgré tout, ils restent des usagers d'un service public. Du point de vue juridique, ils restent des usagers d'un service public. D'un point de vue politique, en effet, on peut considérer qu'ils sont les acteurs d'une institution. Est-ce que individuellement,
ils la font évoluer. C'est collectivement qu'ils la font évoluer. Individuellement, sauf exception, ils la traversent. Elle les traverse aussi. On peut espérer quand même que eux font évoluer l'institution, mais que l'institution les fait évoluer aussi un peu en retour, enfin qu'elle a quand même son utilité. Donc, en fait, c'est une espèce de sociologie relationnelle. Disons que l'institution se nourrit de ses usagers et elle est censée les nourrir en retour. Donc tout le monde est transformé par tout le monde. Cette transformation peut être rendue visible, palpable par une archive de quelque chose qui pourrait permettre de comprendre en quoi toi tu as été transformé en 10 ans d'enseignement à Sciences Po, que sais-je. J'imagine que tu n'es pas la même qu'il y a 10 ans. Alors ça, on peut mettre ça sur le dos de Sciences Po, de Sciences Po et de l'expérience, mais néanmoins, si on laisse les étudiants et étudiantes à leur place d'usagers, effectivement, ils usent les lieux en quelque sorte. Je trouve que c'est un peu pauvre, non Non, je suis d'accord. Les étudiants usent leur fond de culotte sur les bancs d'un amphi, mais ils font pas que ça. Malgré tout, ils taguent dans les amphis, donc ils laissent leur trace. Ils laissent une trace aussi dans leurs copies. Ils aident leurs profs à réfléchir. Enfin, je veux dire, quand on fait cours, on sait bien, justement, précisément, l'expérience d'un cours en distanciel fait que tu ne vois pas tes étudiants. Et là, pour le coup, pour peu qu'on n'en ait pas été conscient, je pense qu'on a tous pris conscience de l'intérêt qu'on a quand même d'avoir face à nous des étudiants, et on ne fait pas cours de la même manière planqué derrière notre écran et dans un amphi. Donc on est d'accord pour dire que la relation d'altérité entre l'enseignant et l'étudiant, ou l'administratif et l'étudiant et l'étudiante, c'est une valeur de transformation politique des choses. Ouais. Okay, donc c'est valable à archiver, ça. Oui, mais c'est difficile à archiver. Parce que pour le coup, le relationnel, finalement, c'est quelque chose d'un peu impalpable. Moi, je ne peux pas te dire en quoi j'ai la conviction que mon cours est mieux quand je suis face à des étudiants que quand je suis face à mon écran d'ordinateur. Te dire exactement en quoi, tu vois, je peux pas te le matérialiser, ça. Alors, il y a en littérature, en écriture, des outils qui permettent de matérialiser ces expériences relationnelles. Je pense à l'autobiographie critique, ou même l'autobiographie environnementale, où en fait on raconte un peu un mix entre récit de vie et récit de soi, pour rebondir sur des questions de philosophie qu'on a pu déjà aborder. Il y a des outils qui permettraient d'enrichir la connaissance de cet espace-là. Après, est-ce que ça peut rentrer dans un travail sur l'institution ? Ça j'en sais rien, mais... Ça, c'est ça, et j'en reviens à ce que je disais au départ peut-être, mais c'est typiquement, tu vois, un historien des institutions, lui, il va travailler un peu méta. En fait, l'institution, le cadre institutionnel. Comment elle fonctionne au quotidien, ça, ils vont te dire, c'est plutôt le travail des historiens. Ou des sociologues, c'est le cadre juridique, le cadre institutionnel qui va les intéresser plus que... Enfin, c'est la coquille, plus que ceux qui travaillent. Les choses évoluent quand même, mais les historiens du droit ont quand même été longtemps bloqués un peu comme ça. Et les acteurs, c'est comme si c'était le travail d'autres personnes que les historiens des institutions, en fait. Du coup... c'est aussi pour ça que, globalement, et j'en reviens au rapport à l'archive, longtemps, ce qui était produit par l'institution suffisait à l'historien des institutions. Aujourd'hui, ça évolue quand même, précisément parce que, mais du fait aussi de les disciplines entre elles sont un peu moins étanches, les historiens du droit se sont rapprochés aussi beaucoup des historiens et donc comprennent que le fonctionnement d'une institution dépend, et on en revient à ton relationnel, ça dépend aussi de ceux qui sont dans cette institution. Très bien. Écoute, merci. Peut-être une dernière phrase avant de passer la parole à la salle pour des questions. C'est: peut-on repenser l'institution en s'appuyant sur un travail de mémoire au présent, dans lequel toutes les expériences vécues alimenteraient la fabrication d'un droit critique ?